Même quand il passera à la transcendance par le haut, Bergson ne pensera pouvoir y accéder que par une sorte de perception. La vie, en tout cas, elle qui, au-dessous de nous, résout toujours les problèmes autrement que nous l'aurions fait, ressemble moins à un esprit d'homme qu'à cette vision imminente ou éminente que Bergson entrevoyait dans les choses. L'être perçu est cet être spontané ou naturel que les cartésiens n'ont pas vu parce qu'ils cherchaient l'être sur fond de néant et que, dit Bergson, pour vaincre l'inexistence, il leur fallait le nécessaire. Lui décrit un être préconstitué, toujours supposé à l'horizon de nos réflexions, toujours déjà là pour désamorcer l'angoisse et le vertige sur le point de paraître. C'est vraiment une question de savoir pourquoi il n'a pas pensé l'histoire du dedans comme il avait pensé la vie du dedans. Pourquoi il ne s'est pas mis, là aussi, à la recherche des actes simples et indivis qui, pour chaque période ou chaque événement, font l'agencement des faits parcellaires, en posant que chaque période est tout ce qu'elle peut être, un événement entier, tout en actes, et que le pré-romantisme, par exemple, est une illusion des post-romantiques, Bergson semble décliner une fois pour toutes cette histoire des profondeurs. Peggy, pourtant, avait cherché à décrire l'émergence de l'événement, quand quelques-uns commencent et que d'autres répondent. Et aussi l'accomplissement historique, la réponse d'une génération à ce qui fut commencé par une autre. Dans ce réseau d'appels et de réponses, où le commencement s'accomplit et se métamorphose, il y a pour Peggy une durée qui n'est à personne et à tous, une durée publique, dit-il, le rythme et la vitesse propre de l'événement du monde, qui serait pour lui le thème d'une sociologie vraie. Il avait donc prouvé par le fait qu'une intuition bergsonienne de l'histoire est possible. Mais Bergson, qui disait de Peggy en 1915 qu'il avait connu sa pensée essentielle, ne l'a pourtant pas suivi sur ce point. Il n'y a pas chez Bergson de valeur propre de ce que Peggy appelait l'inscription historique, ni de générations appelantes et de générations répondantes. Il n'y a qu'un appel héroïque de l'individu à l'individu, une mystique sans corps mystique. Il n'y a pas pour lui un unique tissu où le bien et le mal tiennent ensemble. Il y a des sociétés naturelles trouées par les irruptions de la mystique. Pendant les longues années où il prépare les deux sources, il ne semble pas s'être imprégné de l'histoire comme il s'était imprégné de la vie. Il n'a pas trouvé à l'œuvre dans l'histoire, comme autrefois dans la vie, des puissances complémentaires de l'entendement en intelligence avec notre durée propre. Il reste trop optimiste en ce qui concerne l'individu et son pouvoir de retrouver les sources, trop pessimiste en ce qui touche à la vie sociale, pour admettre comme la définition de l'histoire un scandale justifié, comme disait Peggy. Et peut-être ce recul des opposés revient-il sur toute la doctrine. Si décidément il n'y a pas pour Bergson de mystère de l'histoire au sens de Peggy, s'il ne voit pas comme Peggy les hommes impliqués les uns dans les autres, s'il n'est pas sensible à la présence prévenante des symboles autour de nous et aux échanges profonds dont ils sont le véhicule, si par exemple il ne trouve aux origines de la démocratie que son essence évangélique et le christianisme de Kant et de Rousseau, cette manière qu'il a de couper court à certains possibles et d'arrêter le sens dernier de son œuvre doit exprimer une préférence foncière. Elle fait partie de sa philosophie et nous devons chercher pour finir à la comprendre. Ce qui, chez lui, me semble-t-il, s'oppose à toute philosophie de la médiation ou de l'histoire, c'est une donnée très ancienne de sa pensée, la certitude d'un état semi-divin où l'homme ignorerait le vertige et l'angoisse.
La méditation de l'histoire a déplacé cette conviction sans l'atténuer. Au temps de l'évolution créatrice, l'intuition philosophique de l'être naturel suffisait à réduire les problèmes, les faux problèmes du néant. Dans les deux sources, l'homme divin est devenu, dit-il, inaccessible, mais c'est toujours sur lui que Bergson met en perspective l'histoire humaine. Le contact naturel avec l'être, la joie, la sérénité, j'ajouterai le quiétisme, reste essentiel chez Bergson. Ils sont seulement reportés de l'expérience en droit généralisable du philosophe à l'expérience exceptionnelle du mystique, qui ouvre sur une autre nature, sur une seconde positivité, illimitée celle-là. C'est le dédoublement de la nature en une nature naturante et une nature naturée irréconciliée qui accomplit dans les deux sources la distinction de Dieu et de son action sur le monde, restée virtuelle dans les ouvrages précédents. Bergson ne disserte pas Dieu ou la nature, mais s'il ne le dit pas, c'est que Dieu est chez lui une autre nature. Au moment même où il dégage définitivement la cause transcendante de sa délégation terrestre, c'est encore le mot de nature qui vient sous sa plume. En Dieu se concentre finalement tout ce qu'il y avait de vraiment actif et créateur dans le monde, qui finalement n'est plus qu'arrêt ou que chose créée. Mais le rapport de l'homme avec cette surnature reste le rapport direct que les précédents livres trouvaient entre l'intuition et l'être naturel. Il y a l'acte simple qui a fait l'espèce humaine, il y a l'action simple et simplifiante de Dieu dans le mystique, il n'y a pas d'acte simple qui instaure le domaine de l'histoire et du mal. Ce n'est vraiment que l'entre-deux. L'homme est fait de deux principes simples plutôt qu'il n'est double. Et l'histoire, oscillante entre la nature naturée et la nature naturante, n'a pas de substance propre. Certes, elle n'est pas maudite. L'univers reste une machine à faire des dieux, et cela n'est pas impossible, après tout, puisque la nature naturée a sa source dans la nature naturante. Mais si un jour la machine à faire des dieux réussit ce qu'elle a toujours manqué, ce sera comme si la création arrêtée se remettait en marche. Rien n'annonce ce grand printemps. Nous ne lisons nulle part, et pas même en énigme, de signes qui l'annoncent et qui réunissent nos deux natures. Le mal et l'échec n'ont pas de sens. La création n'est pas un drame qui va vers un avenir, c'est plutôt un effort enlisé et l'histoire humaine un expédient pour remettre en mouvement la masse.